Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie et un peu stressée de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je vous promets depuis un moment maintenant. C'est un sujet qui me tient à cœur puisque je vais vous parler aujourd'hui de mon mémoire de philosophie sur l'amour. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bienvenue, je m'appelle Angélique et je suis titulaire notamment d'un master de philosophie. J'ai obtenu mon master de philosophie il y a 2 ans maintenant. Et le sujet de mon mémoire de recherche, puisque c'était un master de recherche, c'était l'amour. Je l'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos rapidement, et puis c'est vrai que c'est un sujet donc, non seulement qui m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que j'ai travaillé dessus, mais évidemment sur lequel j'ai beaucoup travaillé, donc qui oriente ma vision de pas mal de choses et qui me donne un prisme aussi quand je lis certains textes, étant donné qu'il est notoire que l'amour parcourt la littérature. Et j'ai notamment évoqué le problème de la passion à plusieurs reprises, dans ma dernière vidéo notamment au sujet du Diable au corps de Raymond Radiguet. Et c'est vrai que j'énonce des choses qui peuvent paraître un peu péremptoires, voire arbitraires, parce que voilà, j'ai pas le temps de tout le temps développer ma pensée, notamment le problème de la passion qu'on a retrouvé chez Radiguet. Et donc c'est pour ça que je vous fais, c'est entre autres pour ça que je vous fais aujourd'hui cette vidéo qui me tient beaucoup à cœur, que je suis trop contente de filmer, mais je suis pas forcément très à l'aise parce que c'est une vidéo qui est très scriptée par rapport à d'habitude et j'espère trouver une voie assez juste entre quelque chose de trop universitaire, soutenance de mémoire et quelque chose qui ne soit pas assez informé. Donc on va essayer d'explorer ensemble ce sujet de l'amour en philosophie et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est parti. On va évidemment commencer par préciser le sujet et ensuite on abordera les points que j'ai développés dans mon mémoire, des points notamment importants qui, je veux dire, reviennent régulièrement dans ma pensée et que je peux vous présenter en vidéo, donc notamment le problème de la passion, mais pas que. Pour commencer, comment m'est venu ce sujet, comment m'est venue l'idée de travailler sur l'amour? Alors il faut savoir que en philosophie, la plupart des mémoires sont des mémoires sur des auteurs ou des autrices, enfin des philosophes ou des philosophesses. Plutôt des philosophes, enfin plutôt des hommes d'ailleurs, parce que les femmes sont encore très minoritaires dans le canon philosophique et dans l'institution philosophique. Je suis d'ailleurs en train de lire un livre à ce sujet dont je vous parlerai bientôt. Ah oui, j'ai des annonces à faire. Enfin, j'ai une annonce à faire. Je participe le mardi 25 mars à un événement organisé par l'INA à Assas, à l'université Assas. L'événement se concentrera autour d'archives de l'INA sur l'amour, de personnes qui parlent de l'amour, et avec 2 autres invités, je réagirai, j'animerai un petit peu le débat et les réactions par rapport à ces archives. Donc je vous mettrai plus d'informations dans la barre de description, mais si vous habitez à Paris et que ça peut vous intéresser, je vous invite évidemment à venir participer à cet événement et à me rencontrer, ça me ferait trop plaisir. Voilà, c'était tout. Donc, où est-ce que j'en étais? Un sujet thématique comme le sujet de l'amour n'est pas très courant. Après, mon directeur de recherche a dit lors de ma soutenance qu'il y avait quand même au moins une personne par an qui travaillait sur l'amour, donc ce n'est pas du tout pour dire que ce que j'ai fait est unique, mais il faut savoir que c'est peu courant ce sujet thématique et qu'on peut rencontrer plus de difficultés en se lançant dans un sujet comme celui-ci qu'un sujet sur un philosophe, une philosophe. Voilà, ceci étant dit, nous sommes rejoints par Claudine. Qu'est-ce qui a motivé ma recherche? Alors je vous ferai 2 autres vidéos, je pense, ou 3, sur le sujet des mémoires, parce que je voudrais vous parler de mon mémoire de lettres aussi, qui est tout aussi important, tout aussi cher à mon cœur. Et j'aimerais aussi qu'on ait l'occasion de discuter de la méthodologie du mémoire, de la recherche de manière générale, et il faut bien comprendre que j'étais dans une optique qui n'est pas forcément celle de tout le monde, c'est-à-dire que moi je ne veux pas faire de la recherche après. Enfin, je n'ai pas voulu faire de la recherche après mon mémoire, donc j'avais une certaine liberté dans le choix de mon sujet. C'est vraiment un sujet personnel qui est né de mes expériences, on va dire. Ce serait impossible et pas désirable de trouver un point de départ vraiment fixe à ce sujet, un point de départ unique, je veux dire plutôt. Il y a une multitude de questions, d'expériences qui ont motivé ce sujet et qui ont fait que j'ai voulu travailler sur l'amour cette année-là. Et je ne parle pas juste d'avoir vécu des expériences amoureuses. J'ai notamment eu un cours quand j'étais en Erasmus à Prague sur l'amour de soi. C'est ce qui m'a un petit peu mis dans la tête qu'on pouvait traiter de l'amour en philosophie, que ça pouvait être pertinent, que l'amour était un objet philosophique. Donc ça a été très important. Mais évidemment, il y a d'autres questions sur un plan aussi plus personnel. Juste voir les gens qui s'aiment en fait autour de moi, ça m'a toujours posé énormément de questions.
Et donc j'ai voulu travailler sur l'amour. Quand je parle de l'amour, il faut clarifier dès maintenant, j'ai travaillé sur l'amour amoureux, l'amour entre amants, entre amantes, et je ne parle pas de l'amour familial, je ne parle pas de l'amour amical, enfin voilà. L'amour, c'est un terme qu'on utilise en Occident, pour reprendre la dénomination de Denis de Rougemont, dont je vais beaucoup parler dans cette vidéo. En Occident, l'amour recoupe une variété de relations, de sentiments, il peut être vécu de plusieurs manières. Ce que je dis de l'amour amoureux peut s'appliquer à d'autres formes d'amour, mais il faut savoir que je suis vraiment partie de cet amour et que c'est celui-ci que j'analyse. Parce que juste, c'est pas une thèse, et même avec une thèse, je sais pas si on pourrait traiter tout ce qu'on met sous le terme amour. En plus, on met pas tous exactement la même chose, et pas dans toutes les langues, parce que cette dénomination d'Occident a certaines limites. Mais vous voyez, dans certaines langues, comme en italien, je me risque un petit peu à prononcer des mots en italien, mais il me semble, j'en suis sûre même, que pour dire qu'on réserve je t'aime à son amoureux, à son amoureuse, et que pour un ami ou un membre de sa famille, on dira ti voglio bene. Et donc c'est différent. En anglais, on a la distinction entre love et like. Enfin voilà, je m'égare déjà. Donc voilà, tout ça pour dire que l'amour recoupe plusieurs réalités. Je veux aussi dire dès le début que l'amour est protéiforme, même l'amour amoureux, et qu'il est évidemment une construction sociale. Ce n'est pas l'idée de dire que l'amour est naturel, biologique ou que sais-je. Voilà, on sait que l'amour est une construction sociale. Plus précisément, sur cette question de l'amour, je me suis posé la question de la valeur de l'amour. C'est autour de ça que tourne mon mémoire et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est la valeur? Alors on m'a beaucoup parlé de la valeur marchande et justement il n'est pas question d'envisager ici le prix de l'amour, même si ça pourrait être aussi intéressant mais dans une perspective qui à mon sens serait moins philosophique que peut-être sociologique, d'envisager le commerce de l'amour, c'est aussi possible, enfin sociologique ou d'ailleurs d'autres disciplines pourraient s'emparer d'un tel sujet. Qu'est-ce qu'on entend par valeur? Eh bien quelque chose qui a une valeur pour nous, c'est quelque chose qui a des qualités, qui est désirable, quelque chose vers lequel on tend. Et donc l'idée c'était de se demander, c'est de se demander si l'amour a une valeur, qu'est-ce qui justifie que l'on accorde une place à l'amour, qu'est-ce qui justifie que l'on garde l'amour dans notre vie, qu'on se batte pour l'amour ou qu'on érige tout simplement cet amour en chose désirable par laquelle on souhaite vivre. Ma problématique pour ce mémoire, en quelque sorte, c'est est-il juste d'aimer ? Donc cette question de la valeur de l'amour, vous voyez que là on précise, cette question de la valeur de l'amour est envisagée par le prisme du juste. Pourquoi? Notamment parce que dans le juste, il y a à la fois la justice et la justesse. Concernant la justice, on va évidemment l'aborder dans cette vidéo parce que ça fait partie intégrante de mon mémoire. Mais je vais plus insister sur la justesse. Et l'aspect justice, le lien entre justice et amour pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi évidemment. Vous voyez, je vous écoute et quand vous me dites que quelque chose vous intéresse, je m'y mets et je suis ravie de partager ça avec vous. Mais ça peut vraiment faire l'objet d'une vidéo à part entière. On va en parler, mais on pourrait enrichir cet aspect-là d'une autre manière, dans une autre vidéo. Donc la justice et la justesse, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait être mesurable et qui relève d'une certaine appropriation. Donc est-ce que l'amour est approprié, en quelque sorte? Et il y a une phrase de Jacques Derrida que vous connaissez peut-être qui dit, je cite, « Même dans la solitude, le silence, même dans une dissymétrie absolue, il est plus juste d'aimer. » Et donc nous on va se demander pourquoi est-ce qu'il est plus juste d'aimer? Parce qu'il faut partir d'un constat, c'est que l'amour est désormais une évidence. Il a été beaucoup remis en cause, mais il me semble qu'on est entré dans une ère, même du point de vue des études féministes, on est entré dans une ère de réinvention de l'amour plutôt que de son rejet. L'amour, même si la norme du couple hétérosexuel monogame est remise en cause aujourd'hui, l'amour, qui est encore symbolisé par le mariage, reste une norme et un symbole de la réussite, finalement. Le mariage, la carrière. L'amour est une évidence, et donc il s'agit pour moi de jeter un soupçon sur cette évidence, d'autant plus que quand il est soupçonné, il se voit généralement disqualifié. C'est-à-dire que quand on se met à questionner l'amour, généralement il n'en sort pas indemne et il est plutôt rejeté. Là l'idée c'est de questionner l'amour, de questionner cette évidence pour voir si on peut en faire ressortir une valeur qui justifierait qu'on vive
par l'amour. En fait, le questionnement, il est tout simple, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui justifie la place énorme qu'on accorde à l'amour? Et plus encore, et qui me semble vraiment essentiel, c'est y a-t-il quelque chose qui justifie une éthique reposant sur l'amour? Et je pense notamment à Bell Hooks et à sa pensée de l'amour, qui est une des féministes qui, assez précocement, a tenté de revaloriser l'amour, de le réinventer. Alors je suis pas d'accord avec tout ce que Bell Hooks dit sur l'amour, voire avec beaucoup de choses qu'elle dit, mais c'est un point de vue très intéressant. Et voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut fonder cette éthique de l'amour? Finalement, tout ce mémoire, toute cette recherche se révèle comme un socle pour fonder une éthique de l'amour, parce qu'il faut absolument, à mon sens, avant de fonder cette éthique-là, questionner et en fait juste savoir si l'amour peut vraiment être le socle d'une éthique. Une éthique, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est assez important en effet de le préciser. Je sens que cette vidéo va durer 2 heures. Une éthique, c'est une... alors, on peut dire une science du comportement, mais c'est oui, voilà, une mesure des actions, quelque chose qui va pouvoir guider les actions humaines, les comportements humains, selon un certain nombre de normes et de valeurs. Et on peut distinguer l'éthique de la morale, et là on va voir que justement, il n'y a pas de valeur morale de l'amour, il n'y a rien qui moralement nous oblige à aimer. Donc il n'y a pas de valeur morale de l'amour, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'obligation d'aimer. Dès lors, qu'est-ce qu'il fait qu'il est plus juste d'aimer, comme le dit Derrida? Voilà, bon, c'est une longue entrée en matière, mais c'est un peu pour comprendre les enjeux du sujet. Je pense que c'est important et ça ouvre déjà beaucoup de perspectives. Mon travail s'inscrit dans une perspective existentialiste, parce que c'est notamment en lisant les pensées de Sartre et Camus, et que j'ai vu qu'ils étaient complètement différents sur l'amour. Pour Sartre, on va le revoir, mais l'amour est un piège, il ne lui laisse aucune chance, c'est juste l'appropriation de la liberté d'autrui. L'amour est une entreprise mauvaise et qui est vouée à l'échec, selon les mots de Sartre, alors que Camus, lui, est beaucoup plus optimiste, et comme je l'ai déjà mentionné dans certaines de mes vidéos, le 3e cycle de l'œuvre de Camus, c'est l'amour. Donc il s'agit de trouver peut-être une voie entre ces deux perspectives-là, et c'est un petit peu ces réflexions qui m'ont amené à me questionner sur la valeur de l'amour, que je n'avais évidemment pas posée comme telle dès le début. Et ce mémoire refuse de se positionner se positionner sur une perspective qui serait l'amour comme piège ou l'amour comme salut. L'amour n'est pas un salut. Il n'est pas un piège non plus, on va voir comment. Il y a une exigence aussi, c'est de penser l'amour concret. C'est d'essayer de ne pas partir dans des élucubrations philosophiques et de penser vraiment l'amour comme on le vit, comme on peut le vivre, avec cette nuance qui est, déjà on reste dans un propos philosophique, mais qu'il faut, voilà, dans cette difficulté qu'il faut penser l'amour tel qu'il est et tel qu'il peut être aussi. Donc voilà, toute cette balance. Donc voilà, on va aborder les différents points de ma recherche. On va commencer par jeter un doute sur l'amour en voyant les limites, les impasses de l'amour. C'est là qu'on va revenir sur le lien avec la passion, mais aussi le lien avec le désir. Ensuite, on verra comment l'amour peut être créateur de sens. Et enfin, on verra la valeur de l'amour à proprement parler qu'on aura pu construire après avoir retracé un petit peu une histoire des idées et fait un travail de définition, un travail conceptuel. L'amour qui reste insensé et qui serait le lieu d'une vie plus riche, investissant notamment notre rapport aux autres. Commençons par les impasses de l'amour. Tout d'abord, il y a le problème du désir. Parce que l'amour, on va le définir un petit peu tout au long de ce travail, mais l'amour semble être une inclination, une attirance qui nous pousse vers quelqu'un d'autre. Et il est dès lors désir d'une présence. Or, le désir a été, dans la tradition philosophique, pensé comme manque depuis 2 millénaires. Le désir, c'est le manque, c'est la marque d'incomplétude de l'homme. Et il y a toute une tradition philosophique qui passe notamment par Lucrèce et Schopenhauer qui réduit l'amour au désir. Et c'est bien une entreprise de réduction parce que le désir lui-même est réduit à la sexualité. Donc si on écoute grossièrement, mais Lucrèce et Schopenhauer, par exemple, évidemment il y a des nuances dans leur pensée, mais l'amour c'est une illusion. C'est en fait l'homme qui se crée tout un roman autour juste d'une pulsion sexuelle un peu dégueu qu'il est obligé d'assouvir. Voilà. Donc ça c'est un des problèmes du désir, et que l'amour n'existerait peut-être pas en dehors de la pulsion sexuelle. Le désir, en plus, il peut être considéré comme injuste. Là on retrouve notre problématique du juste.
le désir peut être considéré comme injuste parce que c'est une entreprise de possession. En fait, il y a un paradoxe du désir, c'est qu'il ne peut pas être satisfait, et quand il l'est, c'est-à-dire quand l'amour est satisfait, peut-être qu'il ne visait que la possession d'un corps, la seule chose qui peut vraiment être possédée par quelqu'un d'autre. Donc, on a une injustice fondamentale du désir, notamment en ce qu'il considère l'autre comme un moyen et non comme une fin. Or, selon la célèbre maxime de Kant, la disposition morale, c'est de considérer l'autre comme une fin et non comme un moyen. Je vais très vite, hein, parce que... voilà. Mais c'est un des obstacles à l'amour, c'est cet entremêlement avec le désir. Mais il faut, pour revaloriser le désir, déjà montrer que le désir n'est pas uniquement lié à la sexualité. Le désir est plus large, et il a vraiment une valeur existentielle. Le désir, vous voyez chez plein de philosophes, notamment Hegel, vous avez le désir comme moteur qui va animer l'homme, qui va le mettre en action. Dès lors, le désir n'est plus uniquement cette pulsion sexuelle, il est un moteur de l'action humaine et de la dignité humaine également. Mais on voit bien par là que le désir et l'amour ne peuvent donc s'assimiler l'un l'autre parce que le désir est plus large que ça. Et en fait, si le désir, on le voit assez naturellement, est une part de l'amour, l'amour est peut-être aussi une part du désir, mais les deux ne se superposent pas. Et je veux dire pas uniquement dans le sens que le désir n'est pas tout l'amour, mais le désir a une existence à part entière. En dehors de l'amour, on peut désirer autre chose que la présence de quelqu'un qu'on aimerait, tout simplement. Donc, première impasse, le désir, qu'on explore comme ça. Ensuite, on a le problème de l'injustice de l'amour, même détaché du désir. Parce que le désir, on le voit, s'il a une acception existentielle, il pose le problème de la relation à l'autre de manière générale. C'est là qu'on retrouve notamment les pensées de Sartre et de Beauvoir. Je vous ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne, je crois que c'est la 3e vidéo sur cette chaîne, et je vous invite à aller la regarder. C'est une vidéo sur Sartre, Beauvoir, leur conception de l'amour. Et je trouve en fait, et c'est ce que j'ai montré dans ce mémoire, que Simone de Beauvoir apporte un éclairage très intéressant, pas à la philosophie de Jean-Paul Sartre, mais au manque de l'amour pour Jean-Paul Sartre, puisqu'elle elle le voit concrètement en fait avec la situation des femmes, et elle montre notamment que ce qui a réduit la femme à être un objet, et la domination des hommes sur les femmes s'exerce notamment par une conception de l'amour, pas uniquement par une conception biologique. Donc je vous refais pas tout mon topo sur Sartre et Beauvoir, mais si ça vous intéresse, je vous invite évidemment à aller voir cette vidéo. On peut toutefois noter que Sartre rétrécit l'amour, il ne lui laisse aucune chance, il ne lui laisse pas la chance d'être ce qu'on aurait pu envisager de l'amour dans une perspective existentialiste, c'est-à-dire un mode de relation aux autres et un mode d'être au monde. C'est pas du tout la perspective de Sartre. Je vous invite à voir la vidéo, mais il est pas du tout dans cette idée-là. Et l'analyse de Beauvoir, qui est plus ancrée et située, nous permet de voir vraiment concrètement les rapports de force qui se jouent dans l'amour et à quel point l'amour peut être oppresseur. Pour autant, Beauvoir, et c'est ça qui est intéressant, laisse la place à un amour qui serait affirmation de soi. Et on en arrive au 3e obstacle à l'amour, qui est celui de la passion. On y vient. La passion, qu'est-ce que c'est? Telle que l'Occident la connaît et l'imagine, la passion prend son essor dans les romans du XIIe siècle. Typiquement, Tristan et Iseult. Tristan et Iseult, c'est le mythe de la passion. Ce n'est pas dire que l'amour n'existait pas, mais la littérature de cette époque fait de l'éros une force toute puissante. Là, je vous renvoie à l'analyse de Denis de Rougemont, qui est mon roi, qui est un de mes intellectuels, un des intellectuels que j'admire le plus. L'amour et l'Occident, c'est un chef-d'œuvre. Ah mais c'est peut-être ça que j'avais envie de dire, mais qu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai 5 ou 6 livres à lire sur le sujet si ça vous intéresse. Évidemment, je vous spoil d'ores et déjà, mais L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont en fait partie. C'est un texte extrêmement intéressant qui retrace la conception de l'amour en Occident et qui montre notamment ce qu'est la passion, ce qu'est ce mythe de la passion. La passion, en quoi est-elle différente de l'amour? Eh bien, la passion n'aime qu'elle. Vous voyez, dans l'amour, on aime quelqu'un d'autre, la passion, elle, n'aime qu'elle. L'autre est un prétexte. Et elle a pour fin le désir caché de la mort. En fait, la fin de la passion, c'est la mort. Et c'est pour ça que dans Le Diable au corps, ça ne peut pas finir autrement, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est une histoire de la passion et pas de l'amour. Et que la passion va toujours mettre des obstacles sur sa route, et que l'obstacle final et définitif, c'est la mort.
Et l'ouvrage de Rougemont se présente finalement d'une manière un peu étonnante, enfin moi j'en avais pas conscience quand j'ai commencé à le lire, il se présente comme une défense du mariage contre le mythe de l'amour-passion. Et ça c'est très intéressant, surtout à l'époque où Rougemont écrit ce texte. Parce qu'il dévoile cette passion comme pulsion de mort, tout simplement. Le refuge qu'est la passion annihile le monde, en fait. Elle détruit le monde, et elle va détruire jusqu'à la personne qui provoque la passion. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire de Tristan et Iseult, donc ce roman médiéval, l'amour entre Tristan et Iseult est provoqué par un filtre d'amour. Et la passion se pose sur la personne qui est là, en quelque sorte, en plus c'est un hasard, et elle devient complètement destructrice. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'amour conscient, c'est une passion subie qui se ment à elle-même. Finalement, l'amante est incapable de ressentir de l'intérêt pour autre chose. Donc c'est quelque chose qui dénature, qui enlève toute richesse à l'existence et à la vie. Passionnée d'elle-même, la passion efface tout. Et je vais vous lire un extrait de L'amour et l'Occident à ce sujet. La passion n'est nullement cette vie plus riche dont rêvent les adolescents. Elle est bien au contraire une sorte d'intensité nue et dénuante. Oui, vraiment. Un amer dénuement, un appauvrissement de la conscience vidée de toute diversité, une obsession de l'imagination concentrée sur une seule image. Et dès lors le monde s'évanouit, les autres cessent d'être présents. Il n'y a plus ni prochain, ni devoir, ni lien qui tienne, ni terre, ni ciel. On est seul avec tout ce qu'on aime. Là, il cite le roman de Tristan et Iseult. Nous avons perdu le monde et le monde nous. C'est l'extase, la fuite profonde, hors de toutes les choses créées. Donc quel est le rapport de la passion à l'amour? On peut dire que la passion, notamment parce qu'elle a constitué la construction en fait de l'amour en Occident, est toujours impossible de l'amour. La passion, c'est peut-être même l'origine de l'amour, en quelque sorte. En tout cas, de l'amour tel qu'il est vécu aujourd'hui. Elle n'est donc pas étrangère à l'amour, mais elle ne lui est pas non plus absolument identifiable, et on peut prendre comme exemple ici aussi les passions non amoureuses. Alors c'est vrai que moi j'avais exploité la passion de l'artiste, parce que c'était notamment le sujet de mon mémoire de lettres. J'avais travaillé sur les romans de l'artiste, donc sur la passion de l'artiste qui devient fou. La passion rend fou, et voilà, dans l'œuvre, comme dans, je sais pas moi, Tristan et Iseult, la fin c'est la mort. La passion, et on le voit dans les romans médiévaux, peut être une épreuve initiatique, peut être un enseignement, et à ce titre, il y a un article de Christopher Lucken qui est intéressant, et qui parle d'un enseignement en écrivant saigne, S-A-I-N-E, donc au lieu de E, pour faire un jeu de mots avec le sang et l'enseignement, mais on a cette idée de la blessure d'amour, présente au Moyen-Âge, mais qu'on retrouve jusque dans les fragments amoureux de Roland Barthes. Cette blessure d'amour, c'est quelque chose, c'est un motif dans les romans médiévaux, mais c'est quelque chose qu'on retrouve jusqu'à nos jours, qui est très important et fondateur du mythe de l'amour, notamment du mythe de l'amour-passion. Donc elle peut être un enseignement. Mais la passion, vous le voyez bien, rencontre un problème éthique parce qu'elle ne considère pas l'autre comme le désir, elle ne considère pas l'autre comme le désir dans sa conception réduite. Elle ne considère pas l'autre comme une fin, mais comme un moyen, parce que la fin de la passion, c'est pas l'autre. Et elle est injuste aussi vis-à-vis du monde qui nous entoure. Or, l'amour, on le voit, n'est pas réduit à être la passion, il y a une autre voie. Donc la passion rencontre des limites, et pour tendre vers autre chose qu'elle-même, pour signifier les autres qualités de l'amour, elle a peut-être besoin justement de l'amour. Reste à montrer maintenant la possibilité d'un amour qui inclut la passion sans s'y perdre, parce qu'on a eu des entreprises de revalorisation de l'amour, de réinvention de l'amour, et on peut penser encore une fois à Sartre et Beauvoir, pour ne citer que cet exemple très connu, mais Sartre et Beauvoir fondent leur couple sur autre chose que la passion, sur une destruction de la passion. Et est-ce qu'on peut penser à un amour sans passion ? C'est une des questions. Voilà pour cette première partie. Bon les amis, un drame s'est produit. Ma caméra a arrêté de filmer. Je viens de débuter toute ma deuxième partie et ça n'a pas filmé. C'est pas grave, ça m'a entraînée. C'est pas grave. On va donc maintenant voir, dans une deuxième partie, l'amour comme sens de l'existence, et on peut se permettre de mettre un petit point d'interrogation. Je suis vraiment dégoûtée là. Comme je vous l'ai dit, mon mémoire s'inscrit dans une perspective existentialiste, c'est-à-dire que non seulement donc elle est informée par des
penseurs, penseuses existentialistes comme Sartre, Camus, Beauvoir pour ne citer que. Et par ailleurs, elle considère l'existence et c'est au sein de l'existence, dans le cadre de l'existence, que l'amour trouve ou non une valeur. La condition humaine, commençons par là, et la condition humaine, qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, c'est avant tout deux caractères, la finitude, le fait que notre vie est limitée, et notre vie en commun, le fait que l'on vive avec d'autres êtres comme nous, que nous sommes au monde, dans un monde constitué par d'autres consciences, d'autres subjectivités, avec lesquelles nous sommes en interdépendance. Cette condition humaine, donc marquée par la finitude de notre être avec autrui, laisse une place à l'amour, parce que justement, il y a cette vie en commun, un amour humain, parce que fini. Est-ce qu'il est juste d'accorder cette place à l'amour ? C'est ce que nous allons voir. Donc on va d'abord définir un petit peu plus l'amour, que je propose de définir comme un sentiment. Chose qui ne paraît pas absolument révolutionnaire, mais qui a fait quand même l'objet dans ce travail d'une recherche, d'une exploration. Est-ce qu'on peut vraiment définir l'amour comme sentiment? Il s'est avéré que oui. L'amour est un sentiment, c'est-à-dire un état affectif complexe. Voilà, c'est un composé d'émotions, c'est pas juste une émotion, on est dans un complexe. Et le sentiment, c'est aussi la capacité de sentir. Or, le sentiment confère du sens à l'existence d'une manière très simple, c'est-à-dire qu'il redéfinit l'univers en quelque sorte en lui donnant un centre qu'il valorise. Le sentiment, en attachant de l'intérêt à telle ou telle chose, et là dans le cas de l'amour, voilà, en aimant tel ou tel être, eh bien, je donne une valeur à cet être et j'en fais le centre de mon univers. Comme sentiment, il rend signifiant. Plus, l'amour est une manière de voir le monde. Je ne sais pas si vous souscrirez à cette définition, mais je vais prendre comme argument d'autorité Flaubert qui dit très joliment « Quand on aime tout, tout se voit en bleu quand on porte des lunettes bleues. L'amour, comme le reste, n'est qu'une façon de voir et de sentir. » Quand on aime, on voit le monde par le prisme de cet amour. Donc l'amour rend présent au monde, il le structure et il le rend signifiant. C'est ce qu'il faut retenir, je pense, de cette définition de l'amour comme sentiment et dans son rapport au sens. Le sentiment, c'est donc la conscience d'une valeur, comme je vous le disais, c'est une valeur qui nous engage d'une certaine manière et donc il nous pousse à agir. L'amour est un moteur, l'amour est donc action. Donc on peut penser cet amour comme sentiment et action, et c'est en tant que tel qu'il donne du sens. Et j'ajouterais que c'est à la fois l'amour comme sentiment et action, et l'être aimé qui donne du sens à l'existence. Maintenant, ce que j'essaye de faire, ce que j'ai mentionné dans l'introduction, c'est de penser à un amour concret. Un amour qui ne soit pas juste une pensée abstraite, et pour cela j'aimerais revenir sur un point qui est le mythe, ce que j'appelle le mythe de la non-réciprocité. Parce que, vous voyez, l'amour, pour certains penseurs, pour certaines penseuses, apparaît comme une exigence fondamentale. C'est notamment le cas des personnes qui prétendent fonder une éthique sur l'amour, une éthique de l'amour. Et sa très haute valeur, pour ces penseurs et penseuses, les amène, le plus souvent, c'est ce que j'ai quand même beaucoup lu, à postuler une pureté du sentiment amoureux qui exclurait toute demande de réciprocité. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour a une valeur dans la mesure où il est désintéressé et qu'il ne demande pas de réciprocité. Bon, voilà, là c'est un point sur lequel je voulais me focaliser, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée, je ne suis pas d'accord avec l'idée que l'amour n'exige pas de réciprocité. Je pense que c'est vraiment un piège de le penser ainsi, et voilà, ma pensée, mon travail visait quand même à éviter certains écueils, comme celui-ci, et je vais vous expliquer un peu pourquoi, évidemment. On pense que la logique de l'amant, de l'amante, est celle du don, qui n'attend pas de réciprocité. Or, il y a quelqu'un qui s'appelle Marcel Mauss, et qui a montré dans une autre étude, qui n'a rien à voir avec l'amour, qui est une étude sur certaines sociétés, dans sa logique du don contre don, que le don n'est pas nécessairement exempt de réciprocité. Et je trouve cet exemple très intéressant parce qu'il nous permet de penser un don qui ne soit pas entièrement libre, qui ne soit pas entièrement dénué de tout un réseau d'échanges, de toute une situation sociale complexe. Et ce don qui n'est pas entièrement libre nous permet de penser un don de l'amant qui ne soit pas entièrement autonome et qui exige une forme de réciprocité lui aussi. C'est la possibilité de montrer que
cette exigence de réciprocité ne fait pas perdre de sa valeur à l'amour. Car l'amour n'est pas le dernier refuge d'une attitude désintéressée, comme on voudrait nous le faire croire. Voilà, l'amour, c'est le seul endroit où on est encore sincère, honnête, désintéressé, où justement les catégories marchandes n'ont pas lieu d'être. Je pense plutôt que l'amour est le lieu d'un effacement de certaines catégories normatives et que des termes comme égoïste ou intérêt ne sont pas appropriés dans ce cadre-là. Ce n'est pas parce que j'exige que l'autre, que je demande plutôt, que l'autre me renvoie l'amour que je lui porte, que je suis intéressée. C'est pas parce que j'ai envie de construire une relation avec quelqu'un sur un sentiment d'amour réciproque que je suis intéressée. Enfin voilà, dit dans des termes comme ça, je trouve qu'on voit déjà à quel point cette exigence-là est absurde et relève d'une pensée qui est dénuée de toute étude concrète de la manière dont l'amour se vit. Loin de moi l'idée de dire qu'on ne peut pas aimer sans réciprocité, je pense qu'on peut aimer sans réciprocité, je pense que des fois on aime des personnes et que ce n'est pas réciproque et c'est pas grave, on finit par passer à autre chose, et c'est ça sur lequel je veux insister, on finit par passer à autre chose. Parce que je voudrais insister aussi sur le fait que l'absence de réciprocité n'est même pas en réalité une preuve de la soi-disant pureté de l'amour. Déjà, il n'y a pas d'amour pur, l'amour n'est jamais pur au sens de non mélangé. Hein. L'amour n'est jamais pur quand il s'incarne, on parle bien d'un amour incarné, il n'y a pas de pureté de l'amour. Et que même si cela était, cette absence de réciprocité n'est pas du tout une preuve de la valeur de l'amour. On pourrait très bien voir que quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre pendant des années, sans réciprocité aucune, qui même ne voit pas très souvent cette personne, mais se persuade dans sa tête qu'elle est amoureuse de cette personne, eh bien, la personne qui aime comme cela reproduit plutôt pour moi le trait de la passion. Parce que dans le cas où les deux personnes ne se parlent plus, ne communiquent plus, mais qu'on pense quand même à cet amour qu'on a eu et en fait qu'on aime toujours, ben franchement on voit très bien en quoi ça relève du fantasme. Voilà pour ce piège de la non-réciprocité qui me semblait important de mentionner ici parce que c'est un des points peut-être qui reviendront dans certaines de mes vidéos et parce que aussi c'est un lien avec la passion pour moi dans cette optique de penser à un amour concret. Et là j'insiste parce qu'on va maintenant passer à cet espace de l'amour, ce que ça fait qu'aimer et d'être aimé, et qu'est-ce que c'est que cet amour qu'on construit ensemble. Eh bien on voit que l'amour peut être désincarné, déréalisé, il peut n'être pas réciproque pendant un temps, mais dès lors que la relation amoureuse réelle s'installe, que l'on construit cette relation, eh bien l'exigence de réciprocité s'impose. Je pense qu'on va pas construire sa vie avec quelqu'un qu'on aime et que cette personne ne nous aime pas. Ça peut être un pacte, ça peut être comme Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, mais à ce moment-là, il faut être conscient, le conscientiser, et dans le cas où une des deux personnes est follement amoureuse et l'autre pas, je pense que très vite on arrive à quelques problèmes quand même. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas penser très catégoriquement, de manière très rigide plutôt, le fait que c'est pas réciproque ou que c'est réciproque. Je dirais, et ça c'est aussi un trait de ma pensée, c'est vrai que j'ai tendance à penser de manière spatialisée, je trouve que l'espace et notamment la notion de distance sont très justes pour penser de manière générale et notamment pour penser l'amour et les relations humaines. Donc c'est pour ça que je pense un espace de l'amour et une dynamique de l'amour. Je pense évidemment que l'amour ne naît pas comme ça, et on va s'apesantir un petit peu plus après sur la rencontre. L'amour, la relation construite, l'espace de l'amour exige à mon sens la réciprocité du sentiment pour être pourvoyeuse de sens. Et hors d'une rigidité de la logique de l'amour, et dans cette perspective de penser l'amour sous toutes ses formes, en quelque sorte, enfin de la manière dont il peut prendre plusieurs formes, disons, je pense qu'il y a une avance d'une des deux personnes, puis une réponse, vous voyez, il y a à la fois asymétrie et réciprocité. Cette exigence de réciprocité n'exclut pas du tout la symétrie, la dissymétrie même. Donc on a cette asymétrie qui est résorbée par la réciprocité, et puis quelque chose de très mouvant finalement dans cet espace de l'amour, mais qui considère toujours l'autre, qui a toujours cette exigence d'être juste. Vous l'aurez compris, je pense l'amour en termes de dynamique et d'espace, et ça me semble être une manière assez juste de penser un amour qui considère vraiment l'autre, un amour concret, réel, qui prend en compte les spécificités du sentiment et de la personne que l'on aime. Maintenant, il faut préciser quelque chose sur le fait que l'amour est créateur de sens.
on voit qu'il y a quelque chose de signifiant dans l'amour, de par le fait qu'il est un sentiment et une action. Mais je pense qu'il faut être critique vis-à-vis d'une approche de l'amour qui en ferait une justification de l'être et de l'existence. Et en ce sens, je suis dans ma full perspective existentialiste. Je ne pense pas que nous soyons nécessaires, je pense que nous sommes contingents, que tout est contingent, et que l'amour ne nous rend pas nécessaires. Sartre a une très belle image, il parle de la joie d'amour réside dans le fait de se sentir nécessaire. Vous voyez, il dit que je suis bon d'avoir des yeux, d'avoir des cheveux pour cette personne en fait. L'autre qui m'aime me rend nécessaire en quelque sorte, mais il ne faut pas tomber dans ce piège et croire qu'on est nécessaire par là. Bon, ça c'est parce que je suis influencée par les philosophies de Sartre et Beauvoir, je suis très d'accord avec eux là-dessus. Qu'il soit inconditionnel ou fondé sur un certain mérite, l'amour ne nous rend pas nécessaires. Par contre, il nous donne le sentiment de l'être. Ce qu'on voit très bien et ce qu'il faut retenir, c'est que l'amour implique l'être et l'identité, dès lors qu'il est lié au sens. Il implique l'être et l'identité, il est sentiment et acte, il est attitude engagée et orientée, c'est ce qu'on a vu, et il relève en cela en partie du choix. Donc l'amour participe à construire mon identité et à densifier mon identité de plusieurs manières, déjà parce qu'il est un choix. Donc en choisissant d'aimer, de continuer à aimer plutôt, en choisissant de continuer à aimer telle personne, je construis mon identité et je suis en accord avec mon identité aussi. Et par ailleurs, l'autre, en m'aimant, me reconnaît comme personne. Me reconnaissant comme personne, il consolide mon identité. Donc voilà, on a ces dynamiques-là qui sont à l'œuvre entre l'amour et l'identité. Aimant l'autre, je le reconnais, je participe à son identité et je participe à mon identité en investissant mes choix. Et l'autre me reconnaît et participe à densifier mon identité, mon être, mon existence. Maintenant, il faut noter quelque chose, c'est que l'identité est toujours mouvante, instable, fluide, et qu'il y a toujours un risque, c'est ce qu'on va voir essentiellement dans la troisième partie, cette notion du risque. L'amour est toujours un risque, et il y a toujours le risque d'enfermer l'autre dans une identité. On n'a pas complètement dépassé les critiques de Sartre et Beauvoir qui s'adressent à l'amour, même si on a vu qu'il y avait un amour qui pouvait être affirmation de soi, que l'amour n'est pas obligé, n'est pas condamné à être une entreprise qui échoue et qui asservit les autres. Pour autant, il y a toujours ce risque d'enfermer l'autre dans une identité, de s'enfermer dans une identité aussi, d'être enfermé dans une identité. C'est tout le paradoxe et c'est pour ça que je réinsiste sur cette question de la justesse parce qu'il me semble qu'il faut toujours remesurer, réajuster, réapproprier l'amour. Et la manière dont on aime l'autre. Il est évident que pour aimer, on crée une image de l'autre, on se dit, bon bah, je sais pas, telle personne aime ceci, aime cela, je lui achèterai ça pour lui faire plaisir, par exemple. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui m'a aussi amené à travailler sur l'amour, c'est cette question des limites et de la justesse et de qu'est-ce qu'on doit à l'autre, qu'est-ce qu'on ne lui doit pas, quand est-ce qu'on change trop, quand est-ce qu'on est trop transformé par l'amour. Parce qu'on le voit ici, l'amour transforme, mais à partir de quand est-ce qu'il nous transforme trop ? Où est la limite ? Voilà, ce sont des questions qu'on pose. J'ai pas la réponse à tout évidemment, mais c'est des choses que je trouve intéressantes. Et là, on va le voir avec cette dernière partie. Il y a cette question de la conscience et de la lucidité et je pense que c'est en partie là-dedans que réside la valeur de l'amour. Je voudrais finir cette deuxième partie en vous parlant du lien entre l'amour et l'absurde, notamment influencé par la philosophie de Camus. J'ai prévu de vous faire une vidéo sur l'amour dans la pensée de Camus, dans l'œuvre de Camus plutôt, parce que voilà, je l'ai déjà dit, mais le troisième cycle de l'œuvre de Camus, c'est l'amour. Alors malheureusement, il n'y a qu'un manuscrit de roman inachevé de ce troisième cycle, mais Camus a beaucoup à dire sur l'amour. Et vous savez à quel point je suis proche de cette pensée-là. Donc je ne vais pas entrer dans énormément de détails pour resituer la pensée de Camus. J'espère que ce ne sera pas trop confus. Mais déjà, sachez qu'en lisant le mythe de Sisyphe, pendant que je faisais mon mémoire, j'ai été bien embêtée. Il remettait en cause certaines choses que j'avais pensées, que je me disais. Le mythe de Sisyphe, donc c'est l'essai de Camus sur l'absurde. Désolée, je fatigue parce que là, c'est vraiment la deuxième fois que
que je tourne ce passage. Et finalement, ça m'a amené à préciser et à nuancer, à, comment on dit, perfectionner peut-être ma pensée, notamment en distinguant l'absurde et l'absurdité. L'absurde chez Camus, c'est le cri de l'homme qui demande un sens au monde et le silence déraisonnable du monde. En fait, l'homme demande un sens au monde et le monde n'en a pas. Ça, c'est l'absurde. L'absurdité, en fait, et je dois cette distinction à un chercheur dont je vous mettrai l'article, l'absurdité se situe plutôt du côté de la relation entre les êtres au sein de leur condition humaine, telle qu'on la connaît, telle que je l'ai déjà définie et telle qu'elle est pensée par Camus avec l'absurde. L'amour est donc du côté de l'absurdité puisque c'est une manière d'investir cette condition absurde. En fait, l'amour est un choix, c'est un choix aussi qui est un choix de la révolte. Donc l'amour donne un sens, donne du sens à l'humanité, à nos liens et à notre condition. Et donc là, il y a une extension du domaine de l'amour, une extension de ses possibilités et c'est ça qui est très important. Et là, on entre dans un tout autre horizon, je trouve. On voit que cette question de la valeur de l'amour, elle prend toute son ampleur dès lors que l'on voit que quand on aime une personne, on est capable d'aimer énormément de gens. Quand on aime, on aime. Comment le dire? J'avais trouvé une très belle formule tout à l'heure que je n'ai plus. Quand on aime quelqu'un, on a cette disposition à aimer qui va pouvoir s'étendre. On peut donc dire que l'amour correspond à la condition humaine marquée par l'absurde, en tant qu'elle investit cette condition. On vient de le voir. Mais, et j'étais très fière de trouver ça, on peut voir une similarité entre l'amour et l'absurde. Déjà parce qu'il y a une blessure de l'absurde chez Camus. Une blessure de l'absurde qui ressemble à s'y tromper à la blessure d'amour dont je vous ai déjà parlé, qui est un motif récurrent dans la pensée de l'amour, dans l'histoire des idées au niveau de l'amour, cette blessure d'amour. Dans les deux cas, l'absurde et l'amour, l'homme se constitue dans l'écoulement de son être. Et cet écoulement, tel que le définit Camus, c'est la conscience lucide qui permet d'aller vers autrui. Donc il y a vraiment cette similarité entre la blessure d'amour et la blessure de l'absurde, un lien qui peut être fait entre les deux, en plus de voir que l'amour correspond et est un investissement de la vie marquée par l'absurde. En bref, en vertu de l'absurde et de l'absurdité, ce monde, notre monde, est celui de la possibilité d'un lien affectueux entre les hommes, entre les êtres humains. Et là, je voudrais en venir à un point important que peut-être je n'ai pas assez clarifié. L'idée n'est pas de dire que l'amour rend heureux. L'amour n'est pas toujours heureux, l'amour n'est pas toujours récompensé. La valeur de l'amour n'a rien à voir avec le fait qu'il rendrait ou non heureux. La valeur de l'amour et la valeur du bonheur sont deux choses distinctes. Mais il y a une valeur de l'amour humain en tant que tel, en tant qu'il vise les hommes et les femmes, en tant qu'il vise l'humain. Il y a une valeur, selon moi, dans la capacité à être touché par les autres et à toucher les autres. Il y a une valeur dans le fait d'investir notre vie en commun par un lien affectueux entre les êtres. Et ça, c'est ce qu'on voit dans La Peste. C'est vraiment fascinant de voir cet amour qui lie les êtres humains et cet amour des êtres humains qu'ont certains personnages, et ça j'espère pouvoir vous en parler dans une vidéo. La valeur de l'amour humain donc réside dans cette capacité à s'étendre à tous à partir d'une blessure personnelle et individuelle. C'est un amour, je le précise, lucide et conscient, tel que Camus le pense et tel que je le pense aussi. C'est-à-dire que l'amour, pour être juste, doit être lucide et conscient, doit réfléchir sur lui-même. L'amour n'est pas aveugle. Dans le sens où il faut qu'il se questionne pour être juste, pour être éthique. Donc je sais pas si cette dernière partie sur l'amour et l'absurde est claire, mais l'idée c'est de montrer que l'amour est approprié à notre existence, qu'on peut lui laisser une place et qu'on doit lui laisser une place parce qu'il investit d'une manière très juste, et là on retrouve cette exigence de justice, le rapport avec les autres. J'ai aussi parlé dans Mémoire de James Baldwin parce qu'il y a ce rapport entre l'amour et la justice, donc ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de son ouvrage qui s'appelle La prochaine fois le feu, qui est un texte magnifique, qui est très puissant sur le pouvoir de l'amour, sur ce qu'il peut, et sur son lien avec la justice, sur la manière dont il peut rendre justice. Vous voyez toute la distinction avec la passion. L'amour ne se coupe pas du monde, l'amour est relié au monde. En aimant une personne, j'aime le monde
Voilà, c'est une disposition d'aimer, s'ouvrir à l'amour, faire le choix de l'amour, c'est donc choisir d'aimer quelqu'un, enfin choisir de continuer à aimer plutôt. Mais ça reste dans une continuité, il n'y a pas de rupture entre le fait d'aimer une personne et le fait d'étendre cet amour au reste des êtres humains. L'amour ne remplace pas la justice, sinon il n'y aurait pas lieu d'avoir une justice, mais l'amour peut pallier certains manques de la justice, là où la justice vient aussi soutenir ce que ne peut l'amour. Voilà, j'espère que cette petite partie sera claire et inspirante et éclairante, qu'elle fera naître des pensées en vous. Mais ce qu'on peut voir, c'est donc que l'amour c'est possible. Hein. L'amour a différentes possibilités, il peut les investir, il court toujours le risque de l'injustice, mais il tend vers le juste. Il peut tendre vers le juste, et je dirais qu'il doit tendre vers le juste en étant lucide et conscient, en ne se refermant pas sur lui-même, mais en considérant l'autre dans son altérité, et par là en s'étendant au reste du monde, grâce tout simplement à une disposition à aimer. Le rapport de l'amour au sens, qui était un petit peu l'objet quand même de cette deuxième partie, n'est pas celui d'une justification, mais il rend signifiant l'autre, le monde, de manière générale. Il rend signifiante les relations humaines. Pour moi, l'amour permet de vivre une vie plus juste, une vie qui est basée sur une de nos seules certitudes finalement, celle de notre être avec autrui, celle de la présence des autres dans un monde partagé par l'affect. Donc l'amour créateur de sens n'est pas uniquement un sens personnel. Maintenant, et parce que je ne voulais pas faire un mémoire dialectique, parce que je ne pense pas que l'amour se pense dans une dialectique, je veux voir dans une troisième partie l'amour insensé. Il ne s'agissait pas de dire l'amour a pas de valeur, l'amour a une valeur, nanana. C'est qu'on affine ce qu'on vient de voir, on voit que l'amour peut avoir du sens, peut créer du sens, mais l'amour doit rester insensé pour avoir une valeur et pour avoir sa valeur qui est celle de nous ouvrir au monde et de nous permettre de vivre une vie plus riche, chose qu'on a commencé à entrevoir avec ce lien avec l'absurde. Parce que, encore une fois, je le répète, il ne faut pas occulter les souffrances et les douleurs que l'amour provoque, il ne s'agit pas de dire que l'amour rend forcément heureux, de lisser finalement toutes les aspérités de l'amour. Si vous voulez, quand on aime, on joue avec l'incertitude, on ne peut jamais être sûr de rien. L'amour, c'est une prise de risque, on va encore le voir. On est un peu comme un funambule sur la corde, si vous me passez cette image bien convenue. Il faut jouer avec ces incertitudes tout en prenant un risque. La fin de l'amour détruit le sens qu'il aurait pu créer. C'est ça tout le risque aussi, tout le problème qu'il y aurait à penser une justification par l'amour. Dès lors que l'on n'est plus aimé, on n'est plus rien. Ça crée quand même un grand déséquilibre. Dès lors, l'amour est et doit rester insensé. Et c'est là qu'il trouve sa valeur. Je commencerai par dire que l'amour doit être un amour humain. Voilà, je sais que cette perspective est très située. Mais l'amour entre amants, pour moi, relève de notre humanité, comme on l'a vu, notre condition humaine, dont j'ai déjà défini les paramètres. Mais l'amour humain est donc approprié au monde et à la condition humaine. Il est à la fois limité, mais il est aussi illimité, dans le sens où il y a une forte dépense de l'amour, on va le voir. Il y a donc cette justesse de l'amour que j'essaye de défendre depuis le début, qui n'est pas demi-mesure, mais appropriation à la vie et au monde. La justesse de l'amour, c'est pas juste un entre-deux, c'est être vraiment approprié. Or, le monde et la vie sont marqués par l'excès, la dépense d'énergie. Là, on peut s'appuyer sur des philosophes comme Georges Bataille, qui montrent la dépense de la vie, de l'être. Et donc, l'amour a lui aussi un caractère de dépense et d'excès. Il échappe à une logique mercantile, une logique qui compte. Aimer, ce n'est pas mesurer en termes d'acquisition, évidemment. C'est bien plutôt dépenser sans compter. Donc cet amour humain n'est pas un amour faible, vous voyez. On dépeint souvent l'homme, voilà, ce roseau pensant, n'est-ce pas, cet être faible. L'humain n'est pas que faible, et l'amour humain n'est pas juste faillible. Et il y a une phrase de Mauriac, un texte de Mauriac qui est très intéressant, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Douleur d'un chrétien ou un truc comme ça. Je vous mettrai en description. Il y a ce texte de Mauriac qui est très intéressant, et il finit par dire que l'amour humain, finalement, est valide. Il dit « Tu n'as plus besoin d'être autre pour que je t'aime ».
Donc il y a une forme légère de réhabilitation de l'amour humain. Bon, voilà, ça veut pas dire qu'il est complètement limité, et on voit de toute manière toute la grandeur qu'il y a à investir notre lien aux autres par un lien d'amour. Et donc là, on voit le risque de l'amour. Parce que l'amour, en tant qu'il est prise de risque, dans cette intensité extrême qu'il peut contenir, hein, dans cette dépense, cet excès, voilà, l'amour, je sais pas, il y a quand même des petits pics d'adrénaline, quoi. Eh bien, il nous permet d'exister plus fort. Et c'est peut-être pas très beau dit comme ça, mais c'est vraiment ce que j'entends par là. Il y a un truc que je trouve fondamental, c'est qu'il n'y a pas que la douleur, en fait, qui nous assure de notre existence, qui nous permet d'exister très fort, de sentir à quel point on existe. Je trouve que le bonheur, par exemple, aussi le permet, mais surtout l'amour. L'amour, grâce à son intensité, nous permet d'investir une vie riche, puissante, intense. Finalement, si l'amour et le bonheur, comme on l'a vu, ne sont pas synonymes, et si la valeur de l'amour ne repose pas sur un prétendu bonheur qu'il pourrait décerner, aimer revient encore à prendre le risque d'être heureux, je crois. Et là, je le redis, mais il faut bien voir qu'il y a ce double niveau de théorisation, de conceptualisation de l'amour qui ne se détache pas entièrement des situations vécues, parce que on a cette volonté de parler de l'amour concret. Mais je veux juste rappeler, je sais pas si c'était très clair dans ce que j'ai dit, mais que voilà, l'amour est juste, c'est ce que je défends ici, et qui n'était pas gagné à la base, je veux dire, c'est pas ce que je pensais a priori avant de faire tout ce travail, mais voilà, au terme de ce travail, je dis qu'il est plus juste d'aimer, je rejoins Jacques Derrida, mais qu'il est juste d'aimer d'un amour juste, et on a vu dans la deuxième partie, avec cette création de sens, la manière dont on peut aimer de manière juste. L'amour peut être aveugle, l'amour peut être injuste, mais nous sommes dans un travail normatif, on questionne la valeur de l'amour, et donc on propose aussi une manière d'aimer de manière juste. Alors c'est une éthique minimale, c'est juste considérer l'autre dans son altérité comme un être humain, le considérer, on reprend la maxime de Kant, mais comme une fin en soi. Il est juste d'aimer d'un amour juste. L'amour est juste, mais il y a des amours aveugles. C'était une petite parenthèse que je voulais reprendre. Je le disais parce qu'on peut être malheureux en amour. Mais l'amour, justement, l'amour conscient, l'amour lucide, c'est aussi prendre le risque d'être heureux dans l'amour et par l'amour. C'est prendre le risque d'arrêter de répéter les mêmes schémas et de vivre un amour conscient, lucide. On l'a vu avec Camus, cette blessure qui s'étend à tous les hommes. Donc, ce risque d'être heureux, ce risque d'assumer un amour juste et qui peut rendre heureux, est aussi difficile à prendre qu'un autre, car être heureux, c'est vivre, c'est acquiescer à la vie et c'est se responsabiliser. Et une grande part de responsabilité, là je sais que je remets beaucoup sur nous, sur tous les êtres humains, mais voilà, il faut prendre le risque de l'amour et c'est pas toujours facile, parce qu'il faut assumer qu'on fait des choix. Et l'amour est un choix. Maintenant, je parle beaucoup de l'amour comme choix, je dis pas qu'on choisit absolument de tomber amoureux. D'ailleurs, on pourrait étudier comme ça a été beaucoup fait, mais ce syntagme-là, tomber amoureux, comme si on tombait amoureux comme par hasard. Moi, je crois à la rencontre. C'est quelque chose aussi un autre des points fascinants de l'amour, dont j'ai déjà exploré pas mal, mais qui me titille. Je me dis, mais c'est vrai que c'est fou. La rencontre, c'est vraiment un événement au sens fort du terme, au sens philosophique du terme. Il se passe quelque chose. Cette rencontre, cet événement dérange le temps. Vous voyez, elle l'interrompt pour le reformer. Et voilà, quand Flaubert écrit « Ce fut comme une apparition », quand Frédéric rencontre Madame Arnoux, non seulement par ce qu'il dit, ce fut comme une apparition, on se rend compte d'à quel point il y a quelque chose qui est complètement brisé dans l'ordre du temps. Puis l'usage du passé simple le montre aussi, en termes d'analyse stylistique, vraiment. Donc à propos de cette rencontre, voilà, je veux dire, c'est ça la rencontre. Ce fut comme une apparition. La rencontre amoureuse, pour moi, est quelque chose qui décentre l'espace, on y revient à cet espace, qui déforme le temps, mais je pourrais noter qu'elle n'est pas toujours brusque, c'est pas toujours rencontrer quelqu'un comme ça, comme un flash, voilà, le coup de foudre, le fameux mythe du coup de foudre aussi, on pourrait en parler. Ça peut être un long investissement, ça peut être un jour voir quelqu'un de la manière dont on ne l'avait pas vu jusque-là. Et c'est ça qui est très beau, mais dans tous les cas, même si elle joue sur des temporalités différentes, la rencontre est toujours imprévisible. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus fascinant, c'est qu'on ne rencontre pas quelqu'un comme ça.
Il y a une force de la rencontre et je trouve que c'est ça qui est magnifique. Et en fait, là où je parle de choix, c'est que on fait ensuite le choix de continuer à aimer. Et comme le dit Alain Badiou dans Éloge de l'amour, dire je t'aime, c'est dire que du hasard, je vais tirer une durée, une obstination, un engagement. C'est là que se situe le choix. C'est que l'amour n'est pas juste un hasard. L'amour, on le construit, on se réengage chaque jour à aimer la personne, à aimer l'autre. Au-delà de la rencontre, l'amour dure dans le temps. Il y a toute cette problématique du temps que j'ai pas l'occasion d'aborder ici, mais qui est très importante. Vous voyez à quel point la rencontre est un éclat dans la vie. Eh bien, l'amour déploie l'existence. Il y a une amplification des dimensions de l'être et de l'existence. La nôtre et l'existence de manière générale, grâce à cet autre, grâce à cette rencontre et grâce à ce choix que je continue à faire chaque jour d'aimer. Et de manière pragmatique, si là je pars dans une envolée qui vous semble beaucoup trop lyrique, de manière pragmatique, rencontrer quelqu'un, c'est découvrir la possibilité d'une autre vie, de ce qu'on va construire ensemble, mais de ce qui existe déjà. Et construire l'amour dans le temps, c'est voir cette vie se déployer devant nous avec son réseau de relations, son réseau d'expériences, tout ça. Tout simplement, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas une page blanche, hein, cette personne a déjà vécu et il y a toute une autre vie qui s'ouvre à nous. Donc ça peut être aussi pragmatiquement cette extension, voilà, ce déploiement de l'existence à nos yeux, grâce à l'amour et grâce à ce qu'on construit avec l'amour. Et je me suis notamment appuyée sur des philosophes comme Max Scheler ou Étienne Souriau pour développer cette valeur de l'amour et ce déploiement. Mais Max Scheler a une théorie assez intéressante sur les valeurs dont je ne suis pas du tout spécialiste, hein. Mais il pense l'amour comme tendance à développer la valeur la plus haute. C'est l'idée tout simplement que l'autre... Enfin, sous le regard de l'autre, je tends à développer ma valeur la plus haute et que moi-même, étant regard aimant, je pousse l'autre à développer sa valeur, à ses possibilités d'existence déjà et peut-être sa valeur la plus haute. Donc voilà, ça c'est une des pensées qui m'ont permis de développer une valeur de l'amour, notamment comme déploiement de l'existence, déploiement des possibilités. Et on va le voir. Hop. Bon, désolée si le cadre a légèrement bougé parce que j'ai dû... Bref, gérer un petit peu la caméra. Mais donc ce que je disais, c'est que par là, par ce déploiement des possibilités, de l'existence, voilà, c'est ce que je veux vraiment montrer, c'est à quel point l'amour étend la vie. Eh bien, l'existence se trouve changée. Mais l'amour, s'il déploie l'existence, la recentre également. Il y a cette amplitude, donc, qui met en jeu une certaine sphère d'existence qui dépasse notre être, hein, on n'est plus juste dans le cadre de l'être. Il dévoile les possibles, il fait voir, il fait sentir. Mais en tant qu'acte et en tant que choix, voilà, on y revient, l'amour recentre l'existence, puisqu'il est la réalisation d'un possible. En aimant telle personne, au singulier ou au pluriel, je fais un choix qui efface nécessairement d'autres options. L'être aimé, les êtres aimés ont effacé tous les autres possibles. L'amour ne met pas fin à l'incertitude, mais il doit créer, il doit reposer sur une forme de certitude régulièrement réassumée, donc c'est ce que je vous disais par rapport au fait de faire durer l'amour dans le temps. Cet amour met donc aussi en évidence la valeur d'une forme de persistance. Et j'ai envie de vous citer un extrait de Maggie Nelson, des Argonautes de Maggie Nelson, qui est absolument magnifique, et qui dit « Mais peu importe ce que je suis ou ce que je suis devenue depuis, je sais maintenant que l'insaisissabilité n'est pas tout. Je sais maintenant que l'art savant de la dérobade a ses propres limites, ses façons d'inhiber certaines formes de plaisir ou de bonheur, le plaisir de maintenir, le plaisir de l'insistance, de la persistance, le plaisir de l'obligation, le plaisir de la dépendance, les plaisirs de la dévotion ordinaire. Le plaisir de reconnaître que l'on doit peut-être retraverser les mêmes révélations, prendre les mêmes notes dans la marge, retourner au même thème dans son travail, réapprendre les mêmes vérités émotionnelles, écrire le même livre encore et encore. Pas parce qu'on est stupide ou obstiné ou incapable de changement, mais parce que de tels retours composent une vie. Et là, on arrive aussi à quelque chose, c'est que l'amour, je vous l'ai dit, pour moi, la valeur de l'amour, là, que je défends ici, que je construis ici,
N'ayons pas peur des mots, est à comprendre en regard de l'existence, mais elle est aussi à comprendre en regard de la vie, et c'est un peu ce que j'ai voulu dire avec l'amour humain, c'est que la valeur de l'amour est liée à la valeur de la vie, à la valeur qu'on accorde à la vie. Mais de toute manière, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les carnets de Camus, dès lors que l'on vit, on accorde une certaine valeur à la vie, même une valeur minimale en fait. Et dès lors que l'on aime, on accorde une valeur minimale à l'amour, donc pourquoi ne pas l'augmenter, pourquoi ne pas rendre cet amour conscient? Donc l'amour est à la fois extension des limites et retour à un centre. Il reforme la vie, il la revêt de nouvelles dimensions. Il y a aussi un lien avec la parure que j'avais dressé et qui était assez intéressant. J'avais notamment travaillé un peu avec, sur les textes de Georges Simmel, qui est pas du tout un théoricien, un philosophe de l'amour, mais qui a travaillé notamment sur l'histoire de la mode, sur la philosophie de la mode, qui est très très intéressant. Et l'amour, on le voit, c'est un éblouissement. Je pense que c'est un terme qui ressort de ce qu'on peut dire. Il est cette expérience qui peut se penser grâce à l'éclat, et là on tombe sur ce texte formidable, qui est L'amour en éclat de Jean-Luc Nancy, et l'éclat c'est à la fois le fragment et l'éblouissement, quelque chose voilà qui éblouit, qui scintille. L'amour met en jeu l'identité, l'altérité, et il est une source de rayonnement. Il est, pour synthétiser en quelques mots, mais vraiment, littéralement, le texte de Jean-Luc Nancy, il est traversé, éclat, rencontre et durée. Voilà, je sais pas si cette vidéo est réussie, je sais pas si je suis incompréhensible ou pas. Ce qu'on a fait ici, c'est retracer une histoire aussi de l'amour, une histoire des idées, et c'est la création, la constitution d'une histoire de l'amour heureux, d'un amour heureux qui n'existe pas en fait, parce que l'amour est gangréné par ce mythe de l'amour-passion. Encore une fois, l'amour n'est pas toujours heureux. Et par heureux, j'entends conscient en fait. Je pense qu'il y a un chemin de l'amour, sa justesse et sa justice ne sont pas d'emblée données, pas du tout. L'amour, encore une fois, est une construction, il est ce qu'on en fait, il faut le réinventer. Il y a aussi cette logique du couple qu'il faut réinventer, enfin voilà, et dans toute une perspective féministe aussi, vous vous en doutez. D'ailleurs, cette destruction du mythe de la passion a été réalisée par de nombreuses philosophes féministes. Je pourrais vous mettre quelques sources en description. Mais voilà, il faut repenser, réinventer l'amour, mais ce qui justifie de le réinventer, c'est le fait qu'il ait une valeur, et il me semblait important de revenir sur cette base, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on réinvente l'amour et qu'on ne le laisse juste pas tomber? Voilà, à mon sens, la valeur de l'amour réside donc dans le fait qu'il est une prise de risque insensée qui s'accorde à la vie humaine, qui a un caractère limité mais aussi illimité par la dépense, l'énergie qu'elle fait entrer en jeu, par l'intensité. C'est une vie qui est plus riche, qui rayonne, voilà, j'ai pas développé toute cette partie de mon raisonnement, mais qui est comme un éclat, et l'amour est ces éclats d'amour, il est ces possibles. Il faut trouver parmi ceux-là une voie qui soit juste, mais l'amour peut être juste. Il a toutes les clés en main pour l'être, maintenant c'est à nous de le faire. Et c'est pour ça, c'est uniquement à ces conditions-là, en condition d'un amour conscient, lucide, qui investit le rapport aux autres, qu'on peut dire avec Derrida qu'il est plus juste d'aimer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rapidement 5 livres que vous pouvez lire sur le sujet. Tout d'abord, L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont, si ce que je vous ai dit sur la passion notamment vous intéresse, vous titille, et ça vous permet aussi de retracer une histoire de l'amour en Occident. Alors je ne dis pas du tout que la pensée de Rougemont est parfaite ou pure, pour revenir sur des termes galvaudés, mais déjà c'est un monument de la pensée sur l'amour, donc dans une perspective d'histoire des idées qu'il retrace lui-même, c'est important, et il y a quelque chose de très juste dans son analyse, donc je vous invite vraiment à le découvrir. Il y a aussi Les mythes de l'amour du même auteur. Je vous invite à lire toute l'œuvre de Camus, mais spécifiquement si vous voulez des choses sur l'amour, je vous invite à lire La Peste. C'est pas du tout un roman qu'on cite pour ça d'habitude, mais l'amour, pas vraiment amoureux, mais l'amour entre les êtres humains, et il est d'une puissance, c'est magnifique, c'est juste sublime ce texte. Vous pouvez lire aussi Le Premier Homme, qui est le manuscrit inachevé du cycle de Camus sur l'amour, qui est un très 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 beau texte. Et je citerai aussi L'été, qui n'est pas à proprement parler sur l'amour, mais qui dit quelque chose de la pensée de Camus, qui donne énormément de profondeur à la pensée de Camus, qui ne le réduit pas à la pensée de l'absurde, et qui permet d'entrevoir justement ce qu'il aurait pu dire sur l'amour dans ce 3e cycle.
Et puis bien sûr, je vous inviterai à regarder ma vidéo sur, sur Camus et l'amour. Je vous invite à lire la prochaine fois Le Feu de James Baldwin, je vous en ai parlé et reparlé sur cette chaîne. Si vous voulez penser plus précisément les rapports entre la justice et l'amour, et notamment la question raciale aux États-Unis, le pouvoir de l'amour, vraiment dans le sens de ce qu'il peut faire, il réussit très bien à faire ce que, à mon sens, Bell Hooks a un peu échoué à faire dans son ouvrage, c'est-à-dire vraiment fonder quelque chose, fonder des raisons pour lesquelles l'amour pour lesquelles l'amour a un pouvoir à proprement parler, sans juste dire bon bah l'amour a un pouvoir. Voilà, je vous conseille évidemment L'amour en éclats de Jean-Luc Nancy et Éloge du risque d'Anne Dufourmentel. Sur les ouvrages de Baldwin, Jean-Luc Nancy et Anne Dufourmentel, je vous invite à regarder ma vidéo sur mes meilleures lectures de philosophie parce que j'en parle dedans. Et un autre texte très différent que vous pouvez lire, c'est plus de la philosophie analytique, mais ça donne pas mal de clés et ça pose pas mal de questions. C'est Les raisons de l'amour de Harry Frankfurt. Donc voilà, désolée c'est très rapide à la fin, mais j'ai presque plus de place sur ma carte mémoire et tout simplement il faut savoir arrêter. Je sais pas ce que cette vidéo va donner, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai trop hâte d'avoir vos retours et ensuite préparer en fonction de ceci ma vidéo sur mon mémoire de lettres. J'espère que ça vous aura donné à réfléchir, j'espère qu'on pourra en discuter dans les commentaires et que personne ne s'offusquera de certaines de mes prises de position. Mais voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, faites de très belles lectures et n'hésitez pas à lire de la philo. Salut!